Tout de suite, l'actualité, un journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à suivre sur notre application et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce vendredi 24 juillet. Un nouveau Monsieur Corona en Israël. Le professeur Roni Gamzou a été nommé hier soir par Benjamin Netanyahou et son ministre de la Santé Yuli Edelstein. Vous écouterez dans cette édition le Premier ministre israélien qui espère ainsi reprendre la main sur un dossier qui le fragilise sur le plan politique. Tous les détails dans un instant. Également au sommaire cet après-midi, de nouvelles explosions à la frontière entre Israël et la Syrie. Puis en France, face à la multiplication des contaminations, le président de la République réunit aujourd'hui le Conseil de défense avec de possibles mesures en vue. On fera le point avec Gabriel Attal. Voilà pour les titres. On parlera également football dans ce journal. Une fois n'est pas coutume, avec la finale de la Coupe de France ce soir entre PSG Saint-Etienne, mais aussi d'histoire en compagnie des journalistes Julien Duet et Adrien Cando. Ils consacrent dans le dernier numéro du magazine SoFoot une enquête sur la participation d'Israël au fameux mondial de 1970. Radio J. Après des semaines de tergiversation, Israël tient donc enfin son Monsieur Corona. Le principal favori fut longtemps le professeur Gabi Barabash, qui a finalement jeté l'éponge en début de semaine, faute d'accord entre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Santé Yuli Edelstein. Les deux hommes ont hier annoncé leur choix de compromis. Son nom, le professeur Roni Gamzou. On écoute le Premier ministre israélien hier soir en conférence de presse. J'ai décidé avec le ministre de la Santé Yuli Edelstein de nommer le professeur Roni Gamzou comme coordinateur national contre le coronavirus. Le professeur Gamzou a eu une riche carrière au sein du système de soins. Il a été le directeur général du ministère de la Santé, ce ministère. Pendant la première vague du coronavirus, il a mis sur pied avec grand succès le projet bouclier des pères et des mères. C'est le projet destiné à la population âgée. Une nomination tardive mais indispensable alors que les autorités israéliennes peinent à contrôler l'accélération de l'épidémie dans le pays. Après plus de 2000 nouveaux cas mercredi, 1889 malades supplémentaires ont été enregistrés hier. Le nombre de cas actifs s'établit à un peu plus de 32 000 personnes, dont un peu plus de 300 se trouvent dans un état grave. 446 patients sont morts de la Covid-19 en Israël depuis le début de la crise. Dans ce contexte, plusieurs restrictions entreront en vigueur tout à l'heure à 17h heure locale, soit 16h en France. Les centres commerciaux, les salons de coiffure ou encore les salles de sport resteront fermés jusqu'à dimanche à 5h du matin. Les restaurants pourront eux accueillir des clients, mais à raison de 20 personnes en salle et 30 en terrasse. Suffisant pour éviter un nouveau confinement. C'est l'un des sujets débattus aujourd'hui dans les médias israéliens qui épluchent les dernières déclarations du professeur Gamzou sur la question. Revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Les quotidiens israéliens et les suppléments du Shabbat reviennent ce matin sur les derniers développements dans la lutte contre le coronavirus en Israël. Et le dernier développement majeur, il a été annoncé officiellement hier soir par Benjamin Netanyahou, puisqu'il s'agit de la nomination du professeur Roni Gamzou au poste de coordinateur national de lutte contre le coronavirus. Le Premier ministre et le ministre de la Santé Yuli Edelstein ont d'une certaine manière installé le professeur Gamzou dans ses nouvelles responsabilités et ont promis de lui donner les moyens nécessaires pour réussir dans sa mission. Et ce matin, le Israël Hayom en manchette cite le professeur Gamzou qui affirme dans une interview qu'il a accordé au quotidien gratuit: je suis persuadé que l'on peut vaincre le virus sans un second confinement. Et effectivement, tous les quotidiens, les médias, les sites d'information soulignent ce matin que le professeur Gamzou s'est toujours exprimé au cours des derniers mois contre un confinement. Pour lui, il ne peut s'agir que d'une solution de dernier recours et non la première démarche imposée à la population israélienne. Le professeur Gamzou estime qu'il est important que le marché économique soit relancé et que les Israéliens puissent retrouver leur rythme de vie normal à l'ombre, bien entendu, du coronavirus. Et c'est probablement cette approche qui a séduit les dirigeants israéliens qui l'ont désigné à ce poste. Mais le Yediot Aharonot, lui, a choisi ce matin une voix, encore la voix de la critique. Et au lieu de saluer l'arrivée du professeur Gamzou, il critique ce que Nahum Barnea appelle en manchette la farce de la nomination du coordinateur national. Et il cite le professeur Gabi Barabash, qui aurait déclaré à certains de ses collègues: le ministère de la Santé est totalement incapable de gérer la crise. Des départements entiers ne fonctionnent pas et ne disposent pas de données précises sur l'ampleur de la crise. Selon le professeur Barabash, seule l'armée est capable de reprendre en main parfaitement la gestion de la crise. Et il est intéressant de souligner
qui hier soir, en présentant le professeur Gamzo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a évoqué l'armée comme élément de redressement de la situation sanitaire pendant les prochaines semaines. Les sites d'information soulignent également que dans son intervention hier, le professeur Gamzo a déclaré que l'un de ses objectifs majeurs sera de restaurer la confiance de l'opinion publique face à la crise. Les quotidiens et les sites d'information rappellent que cette nomination du coordinateur national intervient alors que les données sont alarmantes puisque le seuil des 2000 malades quotidiens a été franchi avant-hier et alors que les mesures restrictives annoncées la semaine dernière par Benjamin Netanyahou ont toutes quasiment été modifiées par la commission parlementaire du coronavirus, ce qui a créé une belle pagaille. Les journaux expliquent que la grande loi du coronavirus votée dans la nuit de mercredi à jeudi est justement destinée à faire un peu d'ordre et à contourner la commission parlementaire présidée par la députée Likoud Yifat Shacha Bitton. L'annonce hier de la réouverture dès dimanche des salles de sport et de musculation elle a été annoncée donc par la députée Shacha Bitton. Eh bien, c'est pour les observateurs une sorte de chant du cygne de cette commission qui pourra désormais donc être contournée par le gouvernement grâce à cette loi sur le coronavirus. Une chose est sûre, la décision prise hier par Benjamin Netanyahou, Yuli Edelstein et Yoav Gallant, le ministre de l'Éducation nationale, de laisser ouverts les centres aérés et les classes d'été a été accueilli avec un ouf de soulagement par des dizaines de milliers de parents qui vont pouvoir continuer à travailler, soit à chercher du travail sans devoir se préoccuper des activités pour leurs enfants en congé. Voilà pour la presse. Reste à savoir maintenant si l'intervention de Netanyahou hier soir aura convaincu l'opinion publique, alors que de nouvelles manifestations ont eu lieu hier soir à Jérusalem. Dans les sondages en tout cas, le Likoud ne se porte pas au mieux, alors que la rumeur évoque déjà une possible dissolution de la Knesset en novembre, faute d'accord sur le budget entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Le parti du Premier ministre n'obtiendrait que 31 à 32 sièges, alors que Kahol Lavan n'en recueillerait que 9 à 11. Les grands vainqueurs d'un nouveau scrutin seraient en fait Yair Lapid et Naftali Bennett. Les chefs de Yesh Atid et de Yamina obtiendraient respectivement 18 à 19 sièges et 15 à 16 sièges à la Knesset, contre 6 actuellement pour Yamina. Sur le plan économique maintenant, le high-tech israélien n'est pas lui aussi épargné par la crise sanitaire, même si l'État soutient le fleuron de l'économie israélienne. Les acteurs de la Startup Nation peinent à maintenir le cap. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Licenciements, coupe dans les dépenses, chute des ventes, comme l'économie traditionnelle, le secteur du high-tech israélien affronte les dures réalités de la crise sanitaire mondiale. Selon l'enquête réalisée par l'autorité israélienne de l'innovation auprès de plus de 800 entreprises de high-tech de moins de 50 salariés, le redressement n'est toujours pas en vue. Le secteur a enregistré au mois de juin 7,1% de licenciements contre 5% en mai, soit une hausse de 40%. Plus de la moitié de ces sociétés n'embauchent plus, ce qui est pourtant un progrès par rapport au mois de mai où elles étaient plus de 70% à ne pas avoir engagé de personnel. Le signe encourageant, c'est que les entreprises qui espèrent ne pas avoir à supprimer d'autres emplois a légèrement augmenté depuis le mois de mai, passant de 33 à 39%, de même qu'elles sont un peu plus nombreuses à ne pas envisager de nouvelles coupes dans les salaires. Cette légère amélioration est à mettre en rapport avec une relative reprise des investissements qui avaient quasiment stoppé avec le début de la pandémie. D'abord, le gouvernement a remis au pot pour soutenir l'activité via ses fonds d'investissement et d'autres programmes d'aide qui ont aussi bénéficié au secteur du high-tech. Mais les entreprises elles-mêmes ont réduit la voilure et revu leurs prétentions à la baisse pour s'adapter à la situation. C'est aussi le choix de conserver des investisseurs existants plutôt que d'en prospecter de nouveaux, une tâche plus difficile en période d'incertitude économique. Le poste nécessairement impacté par ces restrictions est celui de la recherche et du développement. C'est le cas pour 69% des entreprises de high-tech qui ont ralenti, voire totalement stoppé leur activité de recherche depuis l'éruption de la pandémie. La deuxième vague de Covid a frappé Israël plus tôt que prévu, sans laisser à l'économie le temps de récupérer de ces 6 semaines d'inactivité. Pour les sociétés de haute technologie, qu'elles soient ou non en début de parcours, ce rebond de la crise sanitaire pose le problème de leur résistance. À la question « Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir si les conditions actuelles persistent ?», 45% des startups ont répondu
moins de 6 mois, ce qui est encore un progrès par rapport à l'enquête du mois de mai, même si cela confirme une grande inquiétude du secteur. 60% des entreprises de high-tech ont vu le volume de leurs ventes reculer d'un quart, soit une très légère amélioration par rapport au mois de mai. Il faut aussi signaler que 20% n'ont pas été touchés et que 10% de ces sociétés ont même vu leurs ventes augmenter durant la crise. Les entreprises de high-tech sont par définition un pari et sur les startups créées, moins d'un quart deviennent économiquement viables, mais c'est le dynamisme de ce secteur qui fait sa force et il est important d'en préserver la vitalité. Le fait que les investissements aient généralement ralenti et que les frontières d'Israël soient toujours fermées aux étrangers depuis maintenant près de 6 mois, cela a aussi un impact sur l'écosystème. Et puisque la crise semble désormais s'installer dans la durée, la Startup Nation va devoir redoubler de créativité si elle veut s'adapter et conserver son attractivité. Pascal Sunshine depuis Jérusalem. Radio J, 14h12, la suite du journal magazine. Steve Nadja. Et un point sur l'actualité sécuritaire dans cette édition. La matinée a été chaude à la frontière septentrionale d'Israël. Des explosions ont été signalées du côté syrien de la frontière. Aucun soldat n'a été blessé par ces éclats d'obus. Hier, l'état-major de Tsahal avait annoncé renforcer ses troupes d'infanterie dans la zone, précisément en Galilée, et sont en préparation d'une possible riposte du Hezbollah à l'opération attribuée à Israël lundi à Damas. On reste dans la zone avec l'actualité en Iran. Avec vous, Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour Steve. Un avion de ligne iranien a été approché au-dessus de la Syrie justement par 2 avions de combat américains, ce qu'ont en tout cas affirmé les autorités iraniennes. Le commandement américain au Moyen-Orient a évoqué une inspection visuelle. Il a parlé d'une mission aérienne de routine. Dans un premier temps, la République islamique avait accusé Israël d'avoir tenté d'intercepter dans le ciel syrien l'avion qui a finalement atterri sans problème à Beyrouth, sa destination finale. 4 passagers ont été légèrement blessés dans l'incident. Le centre de commandement américain a précisé que l'inspection s'est faite à 1000 mètres de distance et a été menée conformément aux normes internationales. Tous les passagers de l'avion iranien ont atterri au Liban en toute sécurité. La République islamique a rejeté l'explication américaine, affirmant que l'avion avait été contraint de changer rapidement d'altitude pour éviter une collision, blessant et paniquant des passagers. Alors, on devait vous passer le son qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux de ces passagers qui filment ces avions américains. Philippe, est-ce qu'on peut le lancer ? On l'écoute. Voilà pour cet incident en vol. L'Iran qui a également identifié l'auteur présumé de l'explosion ayant eu lieu sur le site nucléaire de Natanz, Gabriel. Oui, Steve, selon le média Didban Irana, Iran Watch, le corps des gardiens de la révolution islamique a conclu que l'instigateur de l'explosion était Ershad Karimi. Il s'agit du patron de l'entreprise MEHR qui fournissait au site de Natanz des équipements de mesure de précision. Il a fait exploser la salle des centrifugeuses avec son équipe et a causé de graves dommages à l'industrie nucléaire du pays, a ajouté le média iranien. Selon une source du New York Times, l'explosion a été très probablement provoquée par une bombe, sans doute posée sur une conduite de gaz. Le journal a ajouté qu'il était également possible qu'une cyberattaque ait provoqué un dysfonctionnement ayant provoqué l'explosion. Merci Gabriel. 14h15, on marque une pause tout de suite et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce journal magazine. On parlera notamment de cette réunion du Conseil de défense, mais aussi de football avec nos invités. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. Avec de la diplomatie pour démarrer cette deuxième partie, Jean-Yves Le Drian hausse le ton au Liban. Le ministre des Affaires étrangères français était en déplacement hier dans le pays du Cèdre, frappé par une grave crise économique. Et Jean-Yves Le Drian n'a pas mâché ses mots malgré ses talents de diplomate. Les autorités libanaises doivent lancer immédiatement des réformes. On l'écoute. La France est prête à se mobiliser pleinement aux côtés du Liban et à mobiliser l'ensemble de ses partenaires. Mais il faut pour cela que des mesures de redressement sérieuses et crédibles soient mises en œuvre. Des actes concrets sont attendus depuis trop longtemps. Et comme je l'ai dit récemment devant le Sénat français, aidez-nous à vous aider, c'est, mesdames et messieurs, le maître mot de ma visite à Beyrouth. Ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas d'alternative à un programme du FMI pour permettre au Liban de sortir de la crise.
À Paris, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui un conseil de défense sur la crise du coronavirus pour étudier de nouvelles mesures. Gabriel, on en parle avec vous. Oui, Steve, cela se passe à l'Elysée. Le président de la République souhaite faire le point sur la reprise de la pandémie dans le pays. Le conseil de défense qui réunit les ministres concernés par la gestion de la crise devrait notamment évoquer les questions des contrôles aux frontières, du port du masque et des tests. Concernant les rassemblements publics, le conseil de défense va étudier la possibilité de faire évoluer la jauge maximale autorisée qui s'élève actuellement à 5000 personnes. Pour les dépistages, la France en réalise 350 000 par semaine, mais a la capacité d'en effectuer 700 000. Le but est de les augmenter. Plus de 1000 nouveaux cas ont été enregistrés hier en France. Santé publique France a également annoncé une hausse de 26% du nombre de contaminations dans le pays. En dehors de la Guyane, par rapport à la semaine dernière, les semaines précédentes, les augmentations étaient de 18 et 11%. 120 clusters sont identifiés actuellement dans l'Hexagone, soit 10 de plus que la veille. Et 5957 personnes sont hospitalisées, dont 436 en réanimation. Santé publique France a relevé que le nombre de patients en réanimation ne baisse plus. La Direction générale de la santé a, elle, indiqué en début de semaine que la circulation du virus était en augmentation sur le territoire national. Et depuis le début de l'épidémie, le nombre de morts en France s'élève à 30 165. Merci Gabriel Attal. Emmanuel Macron qui sera ce soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. PSG Saint-Etienne, à peine 5000 spectateurs seront présents dans les tribunes pour suivre ce premier match officiel depuis le mois de mars en France et surtout ce revival de la finale mythique de 1982. Et on va continuer cet après-midi à parler d'histoire avec nos invités Julien Duy et Adrien Cando. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste à l'excellent magazine SoFoot qui consacre son dernier numéro à la mémorable Coupe du Monde de 1970, celle qui a consacré le Roi Pelé, mais aussi qui a marqué la première et jusque la seule participation d'Israël à cette compétition. Messieurs, un mot néanmoins pour démarrer sur la finale de ce soir. Est-ce que l'enjeu principal de cet affrontement entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne se trouvera finalement plutôt dans les gradins que sur le terrain ? Je pense qu'il y a une telle différence au niveau sportif que la messe est presque plus ou moins dite. On espère évidemment, au nom du sport, d'avoir un scénario digne de celui de la saison dernière où le Stade Rennais était venu battre Paris au tir au but. Là, ça risque d'être un peu difficile parce que Paris sort de 3 excellents matchs de préparation où ils ont enchaîné les buts les uns après les autres, alors que Saint-Etienne, ça a été un petit peu plus mitigé. Donc sportivement, théoriquement, il ne devrait pas y avoir d'enjeu, surtout que Saint-Etienne s'est vraiment sauvé grâce à l'interruption du championnat. En tribune, malheureusement, on va avoir affaire à un boycott de la part des deux clubs qui ont refusé de participer en fait à la finale, vu qu'on leur a accordé que 900 tickets, ce qui était très insuffisant pour un événement de cette envergure. Donc finalement, ce sera un match dans des conditions qui seront très très spéciales. Dans quel état de forme se trouvent les joueurs du PSG qui préparent le final 8 de la Ligue des Champions dans quelques jours ? Alors vous avez raison de le rappeler, effectivement pour Paris, cette finale sera un match de préparation pas comme les autres, parce qu'il y a quand même un titre à la clé, mais on parle quand même d'un club qui vient jouer 3 rencontres donc face au Havre, à Waasland-Beveren, un club belge, et le prestigieux Celtic Glasgow. Et ils ont sur ces 3 matchs, ils n'ont encaissé absolument aucun but et ils en ont marqué 20. Donc on peut dire que leur attaque est en très très grande forme, d'autant que Thomas Tuchel a particulièrement bien fait tourner son effectif. Je pense que Saint-Etienne servira malheureusement pour les Verts de dernier cobaye avant de s'attaquer au dernier gros morceau de l'année qui est, comme vous l'avez dit, ce fameux final 8 de la Ligue des Champions. Une forme de sparring partner pour les Stéphanois. Julien Duy et Adrien Cando, vous avez, donc je l'ai dit, consacré une longue enquête sur la première et seule participation d'Israël à une Coupe du Monde. C'était en 1970, et c'est à lire dans le nouveau numéro de SoFoot. Et c'est le sélectionneur Emmanuel Schaffer qui vous a tout particulièrement intéressé. Quel est son parcours avant cet été 70 ? Alors, en fait, pendant ces 70, c'est quand même une personnalité complètement à part, Emmanuel Schaffer. C'est quelqu'un dont toute la famille a été exterminée pendant l'Holocauste. C'est un juif polonais à la base, c'est ça, Julien, si je dis pas de bêtises, et qui a dû fuir en fait l'Allemagne, qui a vécu en Allemagne de ses 3 à ses 13 ans, je crois, qui a dû fuir en fait l'Allemagne, donc l'Allemagne des années 30, qui ça un peu se dire évidemment. Donc qui est parti, qui a dû s'exiler, quitter sa famille,
Il est parti notamment, il a travaillé dans une usine de chaussures au Kazakhstan pendant un temps. Et finalement, il a réussi à rejoindre Israël bien plus tard et à devenir le sélectionneur de l'équipe nationale, puisque c'était un amoureux de football. Et ces méthodes en ont fait un précurseur dans le milieu footballistique israélien qui à l'époque était, disons, pour le moins semi-professionnel. Oui, c'était pour le moins embryonnaire, on peut dire. C'était très amateur, souvent. Et c'est en fait c'est lui qui a professionnalisé le football israélien, parce que justement, c'était quelqu'un d'extrêmement résilient, qui est revenu en Allemagne en fait apprendre le football, la méthodologie du football allemand, qui était le football scientifisé, si vous voulez, à l'époque. Les Allemands avaient gagné le mondial en 54 parce qu'ils étaient très organisés, ils avaient une méthodologie, une tactique très en avance sur leur temps. Et ils allaient le gagner en 74. Exact, ils gagneront en 74 bien sûr. En 70 ils vont faire demi-finale, ils seront éliminés par l'Italie. Donc Schaffer est revenu étudier, si vous voulez, le football allemand à la fin des années 50. Et il a exporté cette façon de jouer au football en Israël. Et c'est comme ça qu'Israël est devenu une équipe performante, efficace. Ils ont réussi à se qualifier pour le mondial, un mondial où ils ont tenu en échec notamment l'Italie, qui sera elle-même finaliste du mondial 70. Donc c'était quand même quelque chose d'assez fort. Une question de Gabriel Attal. Bonjour Adrien et Julien. Pourquoi Emmanuel Schaffer a accepté cette mission en Israël ? Alors je pense que c'est quelque chose qui s'est inscrit plus ou moins logiquement dans son parcours, parce que c'est quelqu'un qui à la fin de sa carrière de joueur qui a été relativement modeste, puisqu'il n'a eu égard à son parcours personnel, n'a jamais vraiment eu l'opportunité de se créer une grande carrière de joueur, mais on lui a quand même connu presque une dizaine de sélections avec la Nif Sheret avant qu'il ne se blesse à la jambe peu avant ses 30 ans. Et à ce moment-là, en fait, lui, il avait l'ambition de devenir entraîneur. Il avait cette ambition-là et comme l'a rappelé Adrien tout à l'heure, l'envie d'apprendre des meilleurs. Et comme les meilleurs étaient les Allemands à l'époque, il est revenu finalement diplômé de la meilleure université sportive du monde qui se trouvait à Cologne, avec finalement un diplôme qui lui conférait un statut hors norme en Israël. Et il a commencé par entraîner des équipes. Il a entraîné l'équipe de l'armée de l'air israélienne. Ça a été son premier poste quand il est retourné au pays. Et finalement, il avait ce parcours qui parlait pour lui et qui finalement lui a conféré un statut presque inévitable pour venir entraîner la sélection. Et il rencontre là-bas un mentor finalement, Weisweiler, qui va l'accompagner pendant de nombreuses années dans sa route footballistique en Israël. Oui, voilà, tout à fait. C'est l'amitié Schaffer-Weisweiler, ça a été l'histoire d'une vie finalement. Puisque en fait, Enes Weisweiler est mort bien avant Emmanuel Schaffer, mais les deux hommes ont gardé contact toute leur vie. On a eu un témoignage qui nous racontait que Schaffer envoyait très régulièrement des oranges d'Israël à Weisweiler en Allemagne. Beignet de soleil, écrivez-vous. Voilà, exactement, en prenant régulièrement de ses nouvelles, en espérant le revoir en Israël, ou bien quand lui se rendait à Düsseldorf dans le cadre de son travail. Mais finalement, en fait, les deux hommes avaient cette espèce de lien qui rendait leur amitié presque inévitable. Puisque d'un côté, comme Adrien le disait tout à l'heure, Schaffer a vécu 10 ans pendant sa jeunesse en Allemagne, dans la Ruhr, cette région très industrielle où Weisweiler a lui-même grandi. Donc finalement, les deux hommes avaient ce lien qui les unissait. Et on était après la guerre, dans une période évidemment très spéciale, puisque quand Schaffer est venu étudier en Allemagne, la RFA à Israël n'avait pas encore entamé de relations diplomatiques. Et les deux hommes, en fait, ont voulu simplement faire un pas en avant l'un vers l'autre et regarder vers l'avenir, en fait. Parce que, vous le rappelez, ces relations diplomatiques entre les deux pays, entre Israël et la RFA, datent du milieu des années 60, finalement, assez tardivement. Oui, tout à fait. 1965, effectivement. Pour se préparer à cette Coupe du Monde de 70, Schaffer organise un match amical contre le futur champion allemand, le Borussia Mönchengladbach du grand Netzer. La rencontre a lieu en Israël et évidemment, on le comprend, c'est un événement que vous comptez d'ailleurs dans un autre article qui est paru hier sur le site SoFoot. Donnez-nous quelques éléments, notamment sur cette rencontre et la réaction du public.
En fait, c'est vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre peut-être au premier abord. Le match a été plutôt bien accueilli par le public à Tel Aviv, le public israélien, puisque le football allemand était quand même relativement populaire encore en Israël à l'époque, en fait. Faut savoir qu'on on est au début des années 70, Mönchengladbach commence à devenir le grand club qui monte dans le football allemand. C'est le grand club qui va gagner tous les titres avec le Bayern de 69 à 77 à peu près. Donc les amateurs de football israélien étaient très contents de voir Mönchengladbach en live en fait au stade. Le stade était plein d'ailleurs. Malgré le poids de l'histoire. Pardon ? Malgré le poids de l'histoire et de la Shoah qui datait d'un peu plus d'une vingtaine d'années. Malgré le poids de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à faire la part des choses, et à se dire que en fait les joueurs, il n'y avait aucune corrélation entre les joueurs du Gladbach qui s'était passé avant dans 39-45. Donc c'est vrai que le match s'est globalement très bien passé, même si Weisweiler et Schaffer ont peut-être, se sont légitimement posé la question d'organiser le match. Mais je ne vais pas totalement déflorer vos deux papiers qui sont vraiment passionnants à lire, mais le gouvernement et les gouvernements vont s'en mêler, notamment pour faire venir les joueurs allemands en Allemagne en évitant des problèmes de sécurité graves. Je ne vais pas aller plus loin, j'invite nos éditeurs à le découvrir dans vos deux articles. Un dernier mot sur cette Coupe du Monde 70. Quelles seront les performances de la Nifred dans ce mondial? Une Nifred, une sélection israélienne qui sera portée par le grand Mordechai Spiegler. Exactement. Alors, dans l'ensemble, ils ont eu une très bonne Coupe du Monde. Ça a été compliqué au début. Ça a commencé par une défaite contre l'Uruguay où les joueurs étaient extrêmement crispés parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des éléments de cette ampleur. Ensuite, ça a commencé à monter en puissance. Contre la Suède, ils ont fait un partout, donc avec le seul et unique but d'Israël en Coupe du Monde marqué par notre ami Spiegler, effectivement sur une passe décisive du meneur de jeu Spiegel. Un très beau but d'ailleurs, une frappe du gauche très pure et 25 mètres. À 25 mètres, oui, effectivement. Donc là, à partir de là, Israël, on a commencé à les prendre au sérieux médiatiquement. Et bien sûr, l'autre grand match de la sélection, c'est ce 0-0 qu'ils ont réussi à... Contre futur finaliste. Contre futur finaliste, ouais, la grande Italie de Mazzola et Dani Rivera. Donc un match extrêmement difficile, très tactique, que Israël a très bien joué justement en mettant en application les enseignements de Schaffer. Merci beaucoup Julien Duet, Adrien Cando d'avoir été avec nous cet après-midi. J'invite encore une fois nos auditeurs à se procurer le dernier numéro de SoFoot consacré à la Coupe du Monde 1970 et à découvrir votre article sur ce match du siècle. C'est le titre de votre article sur le site de SoFoot. Bon week-end à vous. Merci. On va terminer cette édition avec de la météo. Bonjour Alexandra Sénigou. Bonjour Steve. Quelles sont les prévisions pour cet après-midi ? Aujourd'hui en Ile-de-France, quelques nuages avec 25 degrés cet après-midi à Paris. Au programme de ce vendredi, un ciel partagé entre grisaille et éclaircie. Dans l'Est, un très bel après-midi en perspective avec 27 degrés du côté de Strasbourg. Du soleil dans la vallée du Rhône, il fera 31 degrés à Lyon. La côte normande sera sous la pluie avec 20 degrés cet après-midi à Trouville. Ciel bleu et chaleur à Bordeaux avec 27 degrés. Sur la Côte d'Azur, un risque d'orage planera en fin de journée avec 27 degrés à Cannes et à Nice et 31 à Marseille. Et ça sera un grand soleil pour ce week-end, Alexandra. Exactement, Steve. C'est un très beau week-end qui nous attend puisque la grisaille sera chassée par un beau soleil d'été sur une grande partie de la France. Demain, il fera 25 degrés à Paris, 28 degrés à Cannes et Juan-les-Pins et 30 degrés à Toulouse. Un mot sur le mercure, Alexandra, en Israël. En Israël, pas un nuage à l'horizon, Steve. La chaleur et le ciel bleu sont au rendez-vous avec 33 degrés à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi, 32 degrés du côté de Ranana et Ashdod et le mercure atteindra son apogée à Eilat avec 42 degrés. Merci Alexandra, voilà c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe éditoriale et technique qui m'a aidé à la préparer. Tout de suite, retrouvez l'édito de Serge Agenberg, puis à 15h le flash qui vous sera présenté par Gabriel Attal. Excellent après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Shabbat Shalom, portez-vous bien.